Les principes de la réussite. Mini-série de poche et d'aventure en 30 minutes et 8 épisodes. Épisode 1. Partir à l'aventure. Pour commencer, je veux qu'une chose soit claire. Ce que je sais n'est rien comparé à ce que je devrais savoir. Je dois bien plus mes succès à ma capacité à faire face à mon ignorance qu'à ce que je sais. Il y a donc quelques présomptions de ma part à prétendre donner des conseils à autrui. C'est pourtant ce que je vais faire, car je crois que les principes qui ont fait mon succès peuvent aider d'autres personnes à atteindre leur but. Je suis maintenant arrivé à un stade de ma vie où il est plus important pour moi de transmettre ce que je sais de la réussite que d'accumuler de nouveaux succès. Usez de ces principes comme vous l'entendez. Vous devez apprendre à penser par vous-même, car vous seul pouvez élaborer vos propres principes ancrés dans vos valeurs. Ce qui m'amène à mon premier principe, qui est également le plus important, vous devez apprendre à discerner la vérité par vous-même. Allons-y! J'ai très vite découvert que j'avais besoin de principes. Un principe est une manière intelligente d'aborder un problème qui se répète dans des situations similaires. Il existe des principes pour tout. Skier, élever des enfants, faire la cuisine, etc. Je vais vous présenter certains de mes principes de vie les plus importants. Ils influent sur la manière dont nous abordons chaque chose. Je ne suis pas né avec des principes. Ils me viennent d'une vie d'expérience. Ils sont avant tout le fruit de mes erreurs et des leçons que j'en ai tirées. Mes principes de vie sont simples, mais ils ne sont pas complets. J'ai toujours du mal à parvenir à la meilleure décision. Je continue à me tromper et je découvre sans cesse de nouveaux principes. C'est la réalité. Au départ, j'avais besoin de briser le carcan des conventions, ce qui signifiait que je devais apprendre à penser par moi-même. Sauf si vous êtes prêt à céder à d'autres le contrôle de votre vie, vous devez prendre vos décisions vous-même et avoir le courage de les exécuter. Initialement, je l'ignorais. Je ne l'ai appris qu'au cours de mon aventure. Lorsque je considère mon parcours, je vois désormais le temps comme un fleuve qui nous porte vers des rencontres avec la réalité qui nous oblige à prendre des décisions. Nous ne pouvons ni empêcher notre dérive vers l'aval, ni éviter les rencontres. Nous pouvons seulement les aborder de la meilleure manière possible. Au cours de votre vie, vous aurez à prendre des millions de décisions. Leur qualité déterminera celle de votre vie. Certaines des leçons les plus précieuses que j'ai tirées de l'existence étaient le résultat d'erreurs qui m'ont conduit à réfléchir et à me forger des principes pour éviter de les répéter. Ces principes ont fait du gamin lambda que j'étais, typique de la classe moyenne de Long Island, l'entrepreneur à succès, du moins selon les conventions, que je suis devenu. Ils m'ont également conduit à une vie professionnelle et à des relations riches et profondes, bien plus importantes pour moi que ces succès conventionnels. On me demande souvent ce qui a fait mon succès. Je puis vous certifier une chose, ce n'est pas parce que je suis unique. Ma réussite est le fruit d'une approche unique de la vie que, je crois, tout le monde peut adopter. Elle débute par le souci d'appréhender la réalité et d'y faire face. Dans l'épisode 2, je vous expliquerai ce que cela veut dire. Votre choix le plus important est celui du chemin que vous emprunterez. Je voulais vivre une vie hors norme. L'ennui et la médiocrité m'effrayaient plus que l'échec. Comme j'ai débuté sans argent, mes besoins n'excédaient pas le vivre et le coucher. Je pouvais infléchir mes décisions au gré de mes aventures. Depuis tout petit, je me suis rué après ce que je voulais. Il m'arrivait de tomber. Je me relevais et repartais. Et je tombais à nouveau. Chaque fois que je tombais, j'apprenais, je m'améliorais. Et peu à peu, je suis tombé moins souvent. En recommençant sans cesse, j'ai appris à aimer ce processus, y compris les chutes. Elles me confrontaient à la réalité. Et j'apprenais à y faire face. Ce qui m'a inspiré, l'un de mes principes les plus fondamentaux, la vérité est le socle essentiel de l'obtention de résultats positifs. Par vérité, je veux dire la manière dont le monde tourne. Je crois que les lois de la réalité nous ont été données par la nature. Nous n'en sommes pas les auteurs, mais nous pouvons les utiliser pour évoluer et atteindre nos buts. Cette prise de conscience a fait de moi un hyper-réaliste.
J'ai découvert à quel point comprendre la réalité en profondeur et l'accepter comme telle, et non comme je la souhaitais, et travailler avec cette matière était gratifiant. Lorsque je me qualifie d'hyper-réaliste, mes interlocuteurs croient souvent que je nie la puissance du rêve. Ce n'est absolument pas le cas. Sans rêve, la vie est sans intérêt. Je veux simplement dire que l'hyperréalisme est la meilleure manière de choisir ses rêves et de les réaliser. Rêver de manière ambitieuse, comprendre la réalité et faire preuve d'une détermination sans faille vous conduiront sur la voie du succès. Je crois que cette formule vaut pour tout le monde. Mais à quoi ressemble une vie réussie ? Il revient à chacun de nous de définir le succès selon ses vues. Peu importe que votre ambition soit de dominer le monde, ou de vivre sous les cocotiers, ou autre chose encore, ça n'a pas d'importance. Chacun de nous définit ses objectifs en fonction de ses valeurs et choisit le meilleur chemin pour les atteindre. Mais une bonne décision découle d'une approche spécifique, notamment lorsqu'un problème, une erreur ou une faiblesse nous bloque la route. Réussir implique de comprendre chacune des facettes de notre réalité, en particulier des réalités difficiles que nous aimerions ignorer. Initialement, la contemplation de ces dures réalités m'a fait souffrir. Mais j'ai appris que cette douleur n'était que psychologique et que regarder les choses sous un autre jour changeait tout. J'en suis venu à voir les problèmes comme des puzzles dont la solution portait en soi sa récompense. Elle m'aidait à résoudre mon problème et m'apportait des principes pour gérer des problèmes similaires à l'avenir. J'ai appris à voir dans la douleur le signe qu'une réelle occasion d'apprendre était à ma portée. Ce qui m'a fait comprendre que douleur plus réflexion égale progrès. La méditation m'a été précieuse pour apprendre à voir les choses ainsi. J'ai constaté que si je m'imposais le calme, si j'acceptais la réalité et si j'y faisais face, j'en aurais plaisir et que la douleur s'apaiserait à son tour. Chacun de nous est doué d'une capacité unique à réfléchir logiquement sur soi et sa situation pour orienter son évolution personnelle. Pour cela, il suffit de suivre un processus simple en 5 étapes. Dans l'épisode 3, nous verrons comment l'utiliser. Nous avons vu l'importance d'une réflexion attentive après l'expérience de la douleur. Lorsque je m'y suis livré, j'ai souvent pu découvrir des principes qui, par la suite, m'ont évité de répéter les mêmes erreurs. Et j'ai constaté que le succès pouvait se résumer en 5 étapes. La première consiste à connaître vos buts et tenter de les atteindre. Ce qui vous convient le mieux dépend de votre nature. Vous devez donc apprendre à vous connaître et déterminer ce que vous voulez faire de votre vie. Lors de la deuxième étape, vous devez faire face aux problèmes qui vous empêchent d'atteindre vos buts. Ceux-ci sont en général douloureux. Si vous vous y prenez mal, ils peuvent vous détruire. Mais pour évoluer, vous devez les connaître sans indulgence. La troisième étape est celle du diagnostic d'identification des causes profondes. Ne sautez pas aux conclusions. Marquez une pause et réfléchissez pour discerner les véritables symptômes de la maladie. La quatrième étape consiste à élaborer un plan pour remédier au problème. C'est à ce moment-là que vous déterminez la voie à suivre pour les surmonter. La cinquième étape est celle de l'exécution, celle où vous accomplissez les efforts requis pour atteindre vos buts. Réussir dans la vie consiste principalement à répéter sans cesse ces 5 étapes. C'est à ce prix que vous évoluerez, et ce processus est le même partout. C'est là une loi de la nature. Songez à un produit, une organisation ou à une personne que vous connaissez, et vous constaterez que tel est aussi le cas pour eux. Évoluer consiste simplement à s'adapter ou à mourir. D'un point de vue conceptuel, elle ne diffère guère de ces 5 étapes. En poursuivant ce processus, souvent douloureux, vous accédez naturellement à des degrés de réussite toujours plus élevés. J'ai constaté qu'en dépit de mes progrès, la difficulté ne s'atténuait jamais, car plus je développais mes capacités, plus les défis étaient difficiles à surmonter. Nous avons tous des points forts et des points faibles. Rares sont ceux qui franchissent ces 5 étapes sans faute. Le refus de cette réalité peut vous contraindre à plus d'efforts que nécessaire. Et plus vous vous élevez, plus dure peut être la chute. La vie n'est pas exempte de catastrophes.
Elles peuvent nous briser ou nous aider à grandir. Tout dépend de ce que nous en faisons. Une chose de ce genre m'est arrivée en 1982. Dans l'épisode 4, je vous raconterai ce qui s'est passé et comment j'ai réagi. Nous avançons jusqu'à ce que nous rencontrions un revers. Que nous le surmontions et continuions à avancer ou non dépend de notre volonté de regarder l'échec en face objectivement et de prendre les bonnes décisions pour poursuivre l'ascension. Il m'est arrivé une catastrophe en 1982, lorsque j'ai tout misé sur une crise économique qui n'a jamais eu lieu. La période de 1979 à 1982 a été marquée par de violentes turbulences pour l'économie mondiale, les marchés et moi. Et j'étais convaincu que l'économie américaine et l'économie mondiale avec elle allaient droit à la catastrophe. Cette opinion était loin d'être majoritaire. Mais je voulais réaliser un coup. J'ai donc très publiquement pris un gros risque et j'ai eu tort. Vraiment tort. Avec un temps de retard, les marchés ont entamé une ascension forcenée qui a duré 18 ans. Et l'économie américaine a connu la période d'expansion la plus brillante de son histoire. Cette expérience a été pour moi un coup de massue. J'ai pris une veste, de sorte que ma société, Bridgewater, s'est retrouvée avec un unique employé, moi. J'étais tellement fauché que j'ai dû emprunter 4 000 $ à mon père, mais le pire a été de devoir licencier des personnes auxquelles je tenais. Je me suis demandé si je devais renoncer à mon rêve d'entrepreneur et choisir la sécurité avec un emploi exigeant le port de la cravate et des allers-retours quotidiens maison-bureau, tout en sachant que pour moi, moins de risques était synonyme de vie au rabais. Il était doublement humiliant de m'être trompé si lourdement et si publiquement. Aujourd'hui encore, je demeure ébahi de mon arrogance, de ma confiance en moi et de mon erreur, et j'en ai honte. Bien qu'ayant eu plus souvent raison que tort, je m'étais laissé aller à un pari imprudent qui avait annulé le bénéfice de tous les autres. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir au rapport risque-récompense et aux modalités de sa gestion. Mais je ne comprenais pas comment obtenir les résultats souhaités sans prendre un risque inacceptable. Tout le monde fait cette expérience à un moment donné. Vous la ferez aussi. Vous perdrez une chose ou une personne sans laquelle la vie vous semble impossible. Vous serez atteint d'une terrible maladie ou d'un handicap, ou votre carrière explosera sous vos yeux. Vous aurez l'impression que votre vie est détruite et que vous n'avez plus d'avenir. Mais ce sentiment passera. L'avenir n'est jamais fermé. Il existe une meilleure voie. Vous ne la voyez sans doute pas encore. Pour la discerner, rien ne vaut une réflexion saine. Vous devez vous réconcilier avec votre réalité. Dans le 5e épisode, nous verrons comment cette prise de conscience m'a fait me demander comment fonctionne le réel et comment y faire face. Il arrive que les événements soient difficiles à comprendre. La vie paraît souvent ardue et confuse. Elle nous jette à la figure plus que nous ne saurions supporter. La douleur que j'ai éprouvée m'a forcé à réfléchir ardemment à ma situation. Elle m'a aussi conduit à songer à la nature, notre pierre de touche en matière de vérité. J'ai réfléchi intensément au réel, ce qui m'a aidé à prendre de la distance par rapport à moi-même et à ma situation. J'ai compris que les lois et les forces universelles étaient nées et avaient commencé leur expansion avec le Big Bang, et qu'elles interagissent dans un perpétuel mouvement brownien, dans lequel pièces et éléments s'agrègent pour former d'éphémères machines qui se désagrègent pour en former de nouvelles. Ce phénomène se reproduit perpétuellement. J'ai découvert que tout était machine, la structure et l'évolution des galaxies, la formation de notre propre système solaire, la géographie et les écosystèmes terrestres, nos économies et marchés. Et chacun de nous est une machine composée de machines. Notre système circulatoire, notre système nerveux, qui produit notre pensée, nos rêves, nos émotions et tout ce qui fait notre personnalité individuelle. Ces machines évoluent ensemble dans le temps pour produire les réalités du quotidien. Et j'ai compris que je n'étais qu'un roseau pensant, décidant en une nanoseconde ce que je devais faire. Ce point de vue peut sembler très philosophique, mais il m'est apparu très pratique car il me montrait qu'il existait pour moi de meilleures manières de faire face à mes réalités.
J'ai ainsi remarqué que presque tout se répète sans cesse, de manière légèrement différente, parfois en cycles courts aisés à reconnaître, de sorte que nous savons les gérer, comme les 24 heures du jour. D'autres sont si longs qu'ils n'ont pas produit d'effet de notre vivant, et que lorsqu'ils en produisent, nous sommes surpris, comme la tempête centenale. D'autres dont nous ne pouvons esquiver la nouveauté bien qu'il nous soit connu, naissance d'un premier enfant. La plupart des gens regardent à tort ces situations comme uniques et les abordent sans les mettre en perspective comme il conviendrait, ni user de principes propres à les aider. J'ai compris qu'au lieu de les considérer comme des cas isolés, je pouvais les classer comme une situation de ce genre et les aborder comme un biologiste approcherait un animal, en commençant par identifier l'espèce avant d'user de principes pour gérer la question comme il convient. Parce que je constatais que l'évolution de ces événements était très similaire d'une fois à une autre, je distinguais plus clairement les rapports de cause à effet régissant leur comportement. Et j'ai ainsi pu me doter de meilleurs principes qui pouvaient être énoncés avec des mots et des algorithmes. J'ai appris qu'alors que la plupart des gens envisagent le futur comme une version légèrement modifiée du présent, il en diffère d'ordinaire fortement. La raison en est que nous subissons l'influence du passé proche et que nous ignorons le passé lointain dont il arrive que nous n'ayons pas éprouvé les effets de notre vivant. Mais ces événements se répéteront. J'ai donc compris que ce qui m'avait échappé lorsque j'avais, par erreur, prédit une grande dépression, se dissimulait dans la trame de l'histoire et que je pouvais me servir de ce que j'avais récemment appris de cette trame pour prendre de meilleures décisions à l'avenir. Lorsque j'ai réfléchi au défi que présentait pour moi l'équilibre risque-récompense, j'ai vu qu'il s'agissait là de jumeaux inséparables. J'ai compris qu'une vie plus pleine exigeait une prise de risque accrue et que savoir équilibrer justement risque et récompense est essentiel à une vie optimale. Imaginez que vous ayez le choix entre une vie sûre et ennuyeuse en restant là où vous êtes et une vie merveilleuse en prenant le risque de la traversée périlleuse d'une jungle pleine de dangers. Tel est fondamentalement notre choix à tous. Pour moi, la question ne se posait pas, ce qui ne signifie pas que le parcours ait été facile. Il me fallait avant tout surmonter les 2 grands obstacles qui nous attendent tous. Dans le 6e épisode, je présenterai de précieuses techniques pour y parvenir. Je ne peux pas vous dire quelle voie vous devez emprunter, parce que j'ignore ce qui importe le plus pour vous, atteindre vos principaux objectifs ou vous soustraire aux souffrances à endurer pour cela. C'est là le courage que j'évoquais précédemment. Il incombe à chacun de décider pour soi-même. Ma calamiteuse prédiction d'une crise imminente m'avait conduit à l'un de ces carrefours de la vie. Nous y aboutissons tous. Si j'avais opté pour la sécurité d'une vie ordinaire, mon existence aurait été très différente de ce qu'elle est. Mais dans la mesure où je pouvais payer le loyer, nourrir ma famille et envoyer mes enfants à l'école, mon destin était de traverser la jungle en quête de la meilleure vie possible. L'erreur monumentale que j'avais commise m'a donné une peur salutaire de me tromper. En d'autres termes, elle m'a rendu profondément humble, ce dont j'avais besoin. En même temps, elle ne m'a pas empêché de continuer à tenter d'atteindre mes buts. Pour réussir, il me fallait voir plus loin que je le pouvais seul. Mais les 2 principaux obstacles qui barrent le chemin de chacun de nous m'arrêtaient. Mon ego et mes angles morts. Ces obstacles résultent du fonctionnement de notre cerveau. Commençons par explorer celui de l'ego. L'expression « obstacle de l'ego » fait référence à ces régions de notre cerveau qui nous empêchent de reconnaître nos faiblesses objectivement et d'apprendre ainsi à les gérer. Nos peurs et nos besoins les plus profonds sont enfouis dans les régions du cerveau qui contrôlent nos émotions et ne sont pas accessibles à votre conscience éveillée de haut niveau. Et parce que notre besoin d'avoir raison peut l'emporter sur celui de connaître la vérité, nous sommes enclins à prendre nos opinions pour des réalités sans les tester. Nous n'aimons en particulier pas contempler nos erreurs et faiblesses. Nous sommes enclins d'instinct à considérer comme une agression toute tentative pour les explorer. Nous nous emportons alors que la logique voudrait que nous tenions compte du feedback d'autrui. Nos décisions en souffrent, nous gâchons une occasion d'apprendre et nous demeurons en deçà de notre potentiel. Le second obstacle est celui représenté par nos angles morts. Chacun de nous en a.
Il s'agit de notre tendance à croire que nous pouvons voir tout ce qui nous entoure. En réalité, nul ne peut à lui seul appréhender la réalité dans son ensemble. Il va de soi que ce que nous ne voyons pas nous est incompréhensible. Comme le registre de notre voix, notre perception des couleurs et notre audition, notre vision et notre appréhension de la réalité dépendent de nos caractéristiques individuelles. Ainsi, si certains voient mieux l'ensemble du tableau, d'autres excellent dans le détail. Certains réfléchissent en droite ligne, d'autres latéralement. Certains sont créatifs et peu fiables, d'autres fiables et peu créatifs, etc. Parce que nos cerveaux diffèrent, nous voyons le monde qui nous entoure chacun à notre manière. En agissant naturellement, nous ne tenons pas compte de nos faiblesses et nous échouons. Nous pouvons soit continuer, soit changer. Aristote définit la tragédie comme un résultat épouvantable découlant du défaut fatal d'une personne. S'il y avait été remédié, le résultat aurait été merveilleux. À mon avis, ces deux obstacles sont les principales entraves à la prise de bonnes décisions. Ma peur de me tromper m'a apporté l'ouverture d'esprit radicale qu'il me fallait, ce qui a tout changé pour moi. Prendre des risques et, à l'occasion, courir à la ruine ne me convenait pas. Pas plus que ne pas prendre de risques et me condamner à la médiocrité. Il me fallait une approche génératrice de résultats positifs exceptionnels, sans risque d'échec monumental. Lorsque je l'ai découverte, elle a été pour moi le Saint Graal. Elle exigeait simplement que je préfère la connaissance de la vérité au plaisir d'avoir raison. Je suis donc parti en quête des personnes les plus intelligentes qu'il m'était donné de rencontrer, dont les idées différaient des miennes. Leurs conclusions ne m'intéressaient pas. Je voulais juste voir la réalité de leur point de vue et la leur faire voir du mien. Pour qu'ensemble, nous puissions scruter le réel et découvrir le vrai. En d'autres termes, j'attendais d'eux avant tout un désaccord intelligent. Passer d'une vision du réel à travers mes seules lunettes à sa contemplation à travers celle de ses brillantes personnalités fut pour moi comme abandonner le noir et blanc pour la couleur. Le monde s'éclaira. J'ai alors compris que la bonne manière de traverser la jungle de la vie consistait à cheminer avec des gens intelligents portant un autre regard sur les choses. Songez au processus en 5 temps dont j'ai déjà parlé. Nous sommes tous différents. Nous ne pouvons pas tous exceller dans chacune des 5 phases. Mais vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide à ceux qui réussissent là où vous échouez, qui voient ce qui vous échappe. Il vous suffit de renoncer à l'illusion que vous pouvez parvenir seul aux bonnes réponses et d'utiliser votre peur de l'erreur pour vous ouvrir au point de vue d'autrui. Vous pouvez ainsi voir des risques et des opportunités qui, autrement, vous échapperaient. J'ai constaté que cette ouverture d'esprit radicale, mariée à une habitude de pondération de la crédibilité de la réflexion de l'autre, favorisait la prise de décision optimale. Cette attitude m'a permis de surmonter des défis toujours plus considérables. Auparavant, j'aurais constamment préféré faire ce qui me semblait le mieux. Maintenant, je recherche les esprits indépendants les plus acérés. Je n'ai pas cessé. Rien n'est plus exaltant qu'une mission commune avec des partenaires extraordinaires, radicalement honnêtes et vrais, et radicalement transparents les uns pour les autres. Cette approche m'a amené à créer une société fondée sur une méritocratie des idées uniques, fonctionnant d'une manière inédite qui a produit des réussites sans équivalent. Une méritocratie des idées permet d'obtenir le meilleur de chacun. Chacun réfléchit indépendamment, puis nous débattons de nos désaccords pour parvenir à la meilleure solution. Mais toutes les opinions ne se valent pas, et nous avons dû apprendre à distinguer les bonnes idées des mauvaises pour aboutir à des décisions optimales. En d'autres termes, nous avons dû jauger la crédibilité de la réflexion de chacun. Mais ceci est une autre histoire sur laquelle je reviendrai dans mes principes professionnels. Vous êtes à cet instant entouré d'opportunités extraordinaires et de périls mortels que vous ignorez. Si vous les regardiez sans les distorsions dues à votre ego et à vos angles morts, vous pourriez les gérer bien plus efficacement. Si vous acquérez cette capacité, et avec de la pratique, c'est possible,
vous transformerez votre vie pour le meilleur. Dans le 8e épisode, je conclurai notre commune pérégrination pour que vous puissiez commencer votre propre voyage. Jusqu'ici, j'ai expliqué comment j'avais appris à regarder la réalité en face, mes problèmes, mes erreurs et mes faiblesses, et comment je m'étais entouré de personnes capables de faire les choses mieux que moi. Je n'ai pas trouvé de meilleure manière de parvenir à d'excellentes décisions. Cet état d'esprit ne s'acquiert pas spontanément, mais il m'a permis de réussir. Et ce succès m'a donné la possibilité de bénéficier de la réflexion de personnalités exceptionnelles. J'ai constaté que leur parcours était similaire au mien. Tous connaissent des difficultés et tous ont des points faibles qu'ils compensent en travaillant avec des personnes qui voient les risques et opportunités qui leur échappent. J'ai appris que, par nature, nos principales forces sont souvent liées à nos plus grandes faiblesses et que les efforts accomplis pour atteindre des objectifs ambitieux ne vont pas sans revers douloureux. Les uns sont indissociables des autres. Ces revers mettent à l'épreuve notre courage. Ils séparent les endurants des autres. Certains réfléchissent aux causes de leur échec, en tirent des leçons et continuent à aller de l'avant. Tandis que d'autres décident que le jeu n'en vaut pas la chandelle et jettent l'éponge. J'ai compris que réussir n'était pas affaire d'objectifs atteints ou non. J'ai constaté que chaque fois que je montais d'un barreau sur l'échelle de la réussite, l'insatisfaction renaissait très vite. Les buts que nous nous fixons sont de simples appâts. Les atteindre nous impose d'évoluer et la vraie récompense gît dans cette lutte partagée pour évoluer personnellement. Je ne voulais plus patauger dans la jungle. Je voulais affronter des défis sans cesse plus grands, coude à coude, avec des individus remarquables et effectuer un bout de chemin commun avec eux. À la fin, le succès de la mission et le bien-être de mes compagnons d'aventure sont devenus plus importants pour moi que ma propre réussite. J'ai également commencé à regarder au-delà de mon propre horizon et à désirer le succès d'autrui lorsque j'aurais disparu. J'ai compris qu'à défaut d'agir ainsi, j'échouerais. Je suis toujours aux prises avec ce problème. Nous nous colletons tous avec des choses différentes. Jusqu'à ce que nous abandonnions, mourions ou devenions partie d'une quête évolutive qui nous dépasse. C'est ainsi que fonctionnent toutes les machines qui se recyclent sans cesse. Les éléments des machines qui se désagrègent retournent dans le système pour s'agréger en d'autres machines qui évoluent à leur tour. Il arrive que nous en soyons attristés, car nous sommes très attachés à nos machines. Mais pour un observateur distant, le fonctionnement de la machine évolutive recèle une réelle beauté. Il vous appartient de décider comment vous évoluerez. Oubliez l'origine de ces principes. Il vous appartient de déterminer s'ils vous sont utiles et de les faire évoluer au gré de vos besoins. Comme toutes les décisions dans l'existence, au bout du compte, le choix vous appartient. J'espère que vous aurez le courage de lutter vaillamment. Merci et au revoir.